Sacha Guitry, extrait de la conférence « Les femmes et l'amour ». George Sand fut à 2 reprises amante du génie, puisqu'après avoir été la maîtresse de Musset, elle fut la compagne de Chopin. Pourtant, il semble qu'elle n'ait pas voulu quitter l'un pour l'autre, et soyons lui reconnaissants d'avoir glissé, si j'ose dire, le docteur Pagello entre l'adorable Musset et le divin Chopin. Comme nous serions désolés de savoir, en effet, qu'elle a pu préférer l'un de ces 2 grands hommes à l'autre. L'un s'en allait vers la boisson, l'autre partait de la poitrine. Il est excellent qu'un docteur ait fait, en somme, l'intérim. Il y aura toujours des femmes pour défendre George Sand et des hommes pour l'attaquer. Et comme je les comprends d'ailleurs, les unes et les autres. Est-il possible, en effet, d'aimer la poésie et la musique et de rester indifférent devant cette femme éminente, proéminente même, où se sont rencontrés 2 génies similaires? Car, enfin, qu'on le veuille ou non, qu'on explique la chose d'une manière ou d'une autre, ils ont eu le même penchant pour elle, tous les 2. Que les fervents admirateurs de Musset et de Chopin trouvent exaspérant que ces 2 êtres délicats aient aimé cette romancière hommasse qui fumait le cigare et portait des culottes de drap rouge, je l'admets. Mais c'est ainsi, que diable, ils n'y changeront rien. Et s'il est tout à fait normal qu'on s'intéresse, qu'on se passionne même aux aventures de ces 3 personnages fameux, je ne suis pas très enchanté de ce débordement intarissable d'injures à l'adresse de George Sand. J'en suis même affecté comme d'une injustice. Quand je connaissais mal ces 2 aventures amoureuses, je partageais précisément cette opinion sévère à l'égard de George Sand. Et je pensais, comme tant d'autres évidemment, que ce n'était pas là la femme qu'on eût aimé voir au bras de ces 2 hommes élégants, jeunes, raffinés, fragiles, incomparables, sinon l'un à l'autre. Mais, à la réflexion, je me suis demandé de quel droit je me mêlais ainsi de leurs affaires, et de leur goût. Quand on aime les gens, quand on les admire, il me semble que le premier devoir est de ne pas se permettre de juger leur conduite intime sans en avoir été prié par eux. Je comprends bien ce sentiment de jalousie qu'on éprouve à l'égard des êtres qu'on admire passionnément, mais n'est-il pas un peu sujet à caution? Les musicographes ne veulent pas que les amours de George Sand avec Chopin aient inspiré ce très grand homme. Et, pour détruire ce qu'ils appellent une légende, ils n'accordent à George Sand aucune connaissance, ni même aucun sens musical. Mais ce n'est pas encore assez, il s'applique à nous démontrer que Chopin n'a jamais aimé George Sand, que George Sand n'a jamais aimé réellement Chopin, et la preuve en est, disent-ils, qu'elle l'a fait, en somme, mourir à petit feu, en l'obligeant de rester avec elle à l'île Majorque. Cette dernière accusation, absolument gratuite, n'est fondée, en vérité, sur rien. Et, qu'on l'admette ou non, c'est bien à Majorque que le divin Chopin écrivit quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les plus beaux. Le prélude en fa dièse mineur. Le prélude en si mineur. Celui numéro 15 en ré bémol. Ainsi que le 2e prélude en fa majeur. La mazurka numéro 41. La sonate en si bémol. Et ces 2 polonaises les plus fameuses. Je ne suis peut-être pas trop mal placé, d'ailleurs, pour lever ce lièvre et parler de la chose, puisque précisément j'ai passé des années entières à étudier la vie ardente de Pasteur, l'existence de Franz Hals ou bien celle de Béranger, à reconstituer la vie privée de Debureau, l'intimité de Jean de La Fontaine, et celle aussi d'Henri Monnier, celle de Talleyrand, de Louis XIV et de Napoléon, celle de Mozart, et je connais ce sentiment de jalousie dont j'ai parlé. Je le connais pour l'avoir éprouvé, pour l'avoir combattu. On se prend d'un amour singulier pour ceux qu'on voudrait faire revivre un peu. Et l'on doit craindre constamment d'être injuste à l'égard des femmes qu'ils ont choisies, qu'ils ont aimées. On les prend dans ses bras, ces hommes qu'on admire. On les encense, on les console, on les caresse, on les protège.
On en devient l'ami si sincère et si vif qu'on finit même par s'en croire le confident. Et cette observation me paraît assez bien fondée en l'occurrence, car je doute qu'aucun homme ait été plus choyé, plus aimé, plus protégé que ne l'est encore Chopin 100 ans après sa mort. Et les musicographes amoureux continuent à l'arracher des bras de George Sand en jurant leur grand Dieu qu'il ne l'a pas aimé. Il est, d'ailleurs, palpitant de constater jusqu'à quel point des êtres comme Chopin, Musset et Mozart peuvent être adorés par ceux qui se sont donné la mission de raconter leur vie privée. Car ce n'est pas seulement de l'amitié qu'ils ont pour eux, ce n'est pas seulement de la tendresse, c'est vraiment de l'amour. Une espèce d'amour platonique, mais qui n'est pas, je le répète, exempt de jalousie. Bien au contraire. Ça les ennuie qu'ils aient aimé. D'ailleurs, ils le contesteront toujours, et quand ils en parlent, ils ont recours à des ruses, à des roueries, à des astuces singulières et autres fourberies qui ne sont pas précisément très masculines. Dire que George Sand n'a pas apprécié le génie de Chopin, c'est injuste et c'est faux. Car on n'a pas le droit d'ignorer son opinion sur lui. La voici, exprimée en termes qui ne sont ni modérés, ni tellement incompétents. Le génie de Chopin est le plus profond et le plus plein de sentiments et d'émotions qui ait existé. Il a fait parler à un seul instrument, la langue de l'infini. Il ne lui a fallu ni saxophone, ni ophicléide pour remplir l'âme de terreur, ni orgue d'église, ni voix humaine pour la remplir de joie et d'enthousiasme. Il n'a pas été connu et il ne l'est pas encore de la foule. Il faut de grands progrès dans le goût et l'intelligence de l'art pour que ses œuvres deviennent populaires. Un jour viendra où l'on orchestrera sa musique sans rien changer à sa partition de piano, et où tout le monde saura que ce génie aussi vaste, aussi complet, aussi savant que celui des plus grands maîtres qu'il s'était assimilé, a gardé une individualité encore plus exquise que celle de Sébastien Bach, encore plus puissante que celle de Beethoven, encore plus dramatique que celle de Weber. Mozart seul lui est supérieur. Or, Émile Vuillermoz, qui ne peut pas être injuste, veut bien convenir lui-même qu'il faut savoir gré à George Sand d'avoir écrit sur les possibilités orchestrales de l'écriture de Chopin un passage éminemment prophétique dont aucun musicien ne saurait nier la perspicacité. Et il ajoute que l'idée de placer Mozart au-dessus de Beethoven fut considérée longtemps comme un odieux blasphème, et que George Sand, ce jour-là, avait fait preuve de la plus clairvoyante sagesse. Dire que George Sand abrégea la vie de Chopin, c'est une calomnie. Dire qu'elle n'aima pas Chopin, c'est une médisance. Mais dire que Chopin n'a pas aimé George Sand, c'est une maladresse. À son égard à lui, car l'ayant rencontré en 1836, il fut son amant jusqu'en 1847, plus de 10 ans. Et ça, c'est un fait, il n'est pas discutable. Ils ont été amants et maîtresses pendant 10 ans. Et dire aujourd'hui que Chopin n'a pas aimé George Sand, c'est mal parler de lui. C'est laisser supposer qu'il a pu vivre pendant 10 ans avec une femme sans l'aimer. Eh bien, je prétends, sans preuve en main, que c'est faux, que c'est impossible, qu'un homme de génie ne donne pas 10 ans de sa vie à une femme qui n'est pas sa femme, sans aimer cette femme. Et je préfère 100 fois mieux ne pas comprendre pourquoi il l'aime, que de m'imaginer qu'il peut ne pas l'aimer, puisque rien ne l'oblige à vivre à ses côtés. Oui, je l'estime bien plus s'il l'aime que s'il ne l'aime pas, car je détesterais savoir qu'un homme que j'admire ait pu, pendant 10 ans, supporter la présence d'une femme qu'il n'aurait pas aimée. Et dire qu'elle n'a pas veillé sur Chopin, sur son travail, sur son génie, c'est l'injustice même. Et en voici la preuve. Lettre autographe que je possède, adressée à M. Pleyel, facteur de piano. Elle est datée du 8 avril 1839, et leur aventure est déjà vieille de 3 ans. Monsieur Pleyel, 23 rue Rochechouart, Paris. 8 avril 1839. Monsieur, je compte être en Berry le 1er mai avec Chopin, et je désirerais le surprendre agréablement en lui faisant mettre dans sa chambre un de vos pianos. Auriez-vous l'obligeance de m'en envoyer un en location? Je ne sais pas si vous êtes dans l'usage d'envoyer en province des pianos loués au mois, mais je vous ferai observer que personne chez moi ne fait de musique,
et que Chopin seul posera les mains sur cet instrument. J'ai un voiturier de confiance qui passera chez vous pour le prendre du 15 au 20 courant et qui le remportera aussitôt que Chopin repartira pour Paris. D'ailleurs, s'il arrivait le moindre accident au piano, je serai responsable. Je vous prierai de faire l'emballage chez vous à mes frais. Enfin, je désirerais que ce fût un piano à queue, car depuis longtemps Chopin joue sur des pianinos et il a soif d'un instrument plus approprié à ses forces nouvelles. Je sais que je vous ferai plaisir en vous disant que sa guérison est à peu près complète. Voudrez-vous bien, monsieur, me garder le petit secret de ma surprise et recevoir l'assurance de mes sentiments distingués? George Sand. PS. L'adresse pour le piano sera Madame Sand à Nohant par Châteauroux, Indre. La distance est de 70 lieues. Le voyage est de 7 jours. Et voilà comment, avec une lettre, on peut rétablir bien des faits importants et détruire des légendes néfastes. George Sand et Chopin n'ont pas passé le mois de mai à Majorque, comme on le dit, puisque cette lettre, datée de Paris, 8 avril, annonce leur arrivée en Berry pour le 1er mai. Chopin n'était pas moribond au retour de Majorque ainsi qu'on aime à le prétendre, puisque George Sand apprend à Pleyel que sa guérison est à peu près complète. Et cette lettre nous enseigne en outre que, par les soins de sa maîtresse, Chopin a pu avoir, enfin, un piano approprié à ses forces nouvelles, lui qui n'avait à sa disposition depuis longtemps que des instruments dérisoires. Nous apprenons également par cette lettre que Chopin travaillait dans sa chambre. Elle nous permet aussi d'affirmer que George Sand ne jouait pas de piano devant le merveilleux Chopin, ainsi qu'on le prétend pour mieux la rendre ridicule, puisqu'elle dit elle-même que Chopin seul posera les mains sur cet instrument. Et cette façon de le dire est un témoignage évident de son respect pour son génie. Et il n'est pas non plus indifférent d'apprendre que George Sand prend à ses frais la location, l'emballage et le transport d'un piano dont elle veut être responsable s'il lui arrivait le moindre accident. Et enfin, ce n'est pas sans émotion que nous voyons George Sand se donner tant de peine pour faire une surprise à son amant, quand on songe que cette surprise, dont elle demande à Pleyel de garder le secret, est un piano pour Chopin. Comment n'être pas ému, en effet, en pensant que Chopin allait être surpris de trouver un piano dans sa chambre? Un dernier mot encore. On aime à dire que George Sand avait un amour maternel pour Chopin, et c'est la seule concession qu'on veuille bien lui faire. Il est vraisemblable, en effet, qu'en plus, elle ait aimé Chopin comme on aime un enfant. Je n'y vois rien de mal, et le crois volontiers. D'autant plus volontiers que récemment, une très jeune femme amoureuse a dit devant moi ce mot délicieux. « Ah, vous avez de la chance, vous autres, les hommes. Vous retrouvez toujours une mère. »